Bon. Monsieur le Président, mes chers collègues, je reviens devant vous pour un texte que nous avons déjà étudié ici en commission des lois et dans l'hémicycle concernant les obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil constitutionnel. Vous savez que le Conseil constitutionnel, lors de l'examen de la loi organique portant sur le statut des magistrats, a considéré que ce texte, que le véhicule législatif choisi n'était pas le bon, dont acte, et c'est précisément l'objet de cette proposition de loi organique qui porte ce texte intégrant donc des mesures déontologiques pour les membres du Conseil constitutionnel. Parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, le Conseil constitutionnel est à peu près dépourvu de régime déontologique de nature à prévenir et à mettre fin aux conflits d'intérêts parmi ses membres. Et pourtant, il n'est pas exempt, effectivement, d'avoir ce sujet au cœur de son institution. L'ordonnance du 7 novembre 1958 impose des obligations assez limitées aux membres du Conseil constitutionnel. Elle n'envisage la protection de l'indépendance et de la dignité des fonctions de membres du Conseil constitutionnel que sous l'angle des incompatibilités professionnelles. Pourtant, depuis 2013, nous avons adopté des instruments nouveaux, déclaration d'intérêt et de situation patrimoniale, auxquels sont assujettis des publics nombreux. Je rappelle que les lois organiques et ordinaires du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique concernent les ministres, les parlementaires, les exécutifs locaux, les membres d'une autorité indépendante et certains emplois publics. La loi du 20 avril 2016 sur la déontologie dans la fonction publique inclut dans son champ d'application les agents publics, les militaires et les fonctionnaires, ainsi que les membres des juridictions administratives et financières. La loi organique du 8 août 2016, dont j'ai eu l'honneur d'être la rapporteure, vise les magistrats des juridictions judiciaires, ainsi que les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Et dernièrement, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle modifie le régime applicable aux juges des tribunaux de commerce. À vrai dire, notre commission a déjà approuvé un dispositif comparable à celui que je vous propose aujourd'hui, à l'occasion donc de la discussion de ce projet de loi organique relatif au statut des magistrats. C'est ce que je vous disais en introduction. C'est vrai que nous avons été surpris de voir ce dispositif censuré par le Conseil constitutionnel en raison de sa procédure d'adoption. Il a, ce faisant, infléchi sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel, puisqu'il a considéré que des dispositions ne pouvaient être introduites dans une loi organique dès lors qu'elles relèvent d'autres habilitations constitutionnelles que celles sur le fondement desquelles le projet de loi a été initialement déposé. Alors, bien évidemment, dans un véhicule ad hoc, le législateur organique conserve toute latitude de modifier les obligations qui s'imposent aux membres du Conseil constitutionnel, comme ce dernier d'ailleurs l'a rappelé dans cette décision du 28 juillet 2016. Je précise par ailleurs que ces dispositions avaient été votées à l'unanimité dans le cadre d'une commission mixte paritaire conclusive du projet de loi organique sur le statut des magistrats et que le Sénat avait adhéré totalement à cet amendement qui avait été porté par l'Assemblée nationale. Avec la présente proposition de loi organique, je vous propose d'appliquer aux membres du Conseil constitutionnel, président, membres de droit, membres nommés, les mêmes standards de transparence qu'au reste de la justice. Ces membres seraient tenus donc d'établir une déclaration d'intérêt dont le régime, notamment le contenu et les sanctions pénales, est défini de manière identique à ce qui figure dans la loi organique du 8 août 2016 pour les magistrats et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Cette déclaration d'intérêt serait mise à la disposition des autres membres du Conseil constitutionnel, mais elle ne serait pas communiquée aux tiers. Les membres du Conseil constitutionnel devraient également transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de situation patrimoniale telle qu'elle incombe désormais à quasiment toute la sphère publique. En la matière, ma proposition de loi reprend donc les termes des lois du 11 octobre 2013 et transpose les dispositions retenues, contenu pouvoir de contrôle de la Haute Autorité et sanctions pénales pour les seuls membres du Conseil supérieur de la magistrature.
Je vous rappelle en effet que le juge constitutionnel a censuré le régime de déclaration de situation patrimoniale des magistrats judiciaires. Il a estimé que celui-ci introduisait une différence de traitement entre certains magistrats soumis à cette obligation et les autres au sein d'une juridiction, mais il n'a pas pour autant considéré que l'obligation de déclaration de patrimoine méritait sa censure. En revanche, j'ai renoncé à étendre ces obligations déontologiques au secrétaire général ou au service du Conseil constitutionnel, dont le régime relève exclusivement du pouvoir réglementaire. Je ne vous propose pas non plus de définir en détail les instruments et les procédures internes au Conseil constitutionnel permettant de prévenir les conflits d'intérêts. Il me semble qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire ou à de bonnes pratiques d'y pourvoir. Je soumettrai néanmoins au vote de la Commission quelques amendements destinés à compléter et à améliorer le texte sur le fond et sur la forme. Comme les autres propositions de loi examinées ce matin, celle-ci ne pourra sans doute pas achever son parcours parlementaire avant que notre Assemblée et le Sénat ne suspendent leurs travaux. Mais je gage que le texte que nous voterons, j'en suis sûre, dans quelques instants, pourra inspirer utilement le travail de la prochaine Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur Le Bouillonnec. Oui, merci, Monsieur le Président. Notre groupe va bien entendu soutenir ce dispositif législatif que nous avions déjà soutenu dans le texte qui a été évoqué relatif aux obligations déontologiques des magistrats. Nous ne commentons pas la décision de censure du Conseil constitutionnel tout en relevant qu'il s'attachait aux modalités d'adoption du dispositif sans visiter le fond. Nous considérons que ce dispositif vient parachever celui qui a été initié au cours de cette mandature sous la thématique de la République exemplaire et qui fait qu'avec la loi sur la transparence de la vie publique, celle relative aux obligations des fonctionnaires, celle relative à celle des magistrats, et puis les deux lois Sapin, la loi Sapin 2 de 2016, nous avons fait avancer dans l'intérêt, je pense, de tous, de notre pays, comme des acteurs de l'action publique, les prescriptions qui protègent autant ceux qui y sont soumis qu'ils ne les contraignent. Je voulais donc dire que nous sommes d'accord sur ce dispositif. Nous réitérons le soutien à ce dispositif. Le dispositif tient compte de la spécificité du Conseil constitutionnel en le faisant relever dans le cadre de la haute autorité comme l'ensemble des institutions, des grandes institutions de notre pays. Et par ailleurs, je voulais le souligner, la confidentialité de la déclaration est bien entendu légitime compte tenu de la qualité des membres. Donc nous pensons que ce dispositif est valable. Nous approuvons la rectification sur la déclaration d'intérêt que vous allez proposer sur votre premier amendement et nous approuvons aussi l'ensemble des amendements rédactionnels que vous avez proposés et nous allons quant à nous donc soutenir l'adoption de ce texte. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, nous avions, comme nos collègues sénateurs, soutenu le principe de ce qui a depuis été annulé par le Conseil constitutionnel et le recours qui avait été formulé, du moins le contrôle par le Conseil constitutionnel, avait conduit au moins à un mérite, c'est que vous repreniez certaines dispositions qui avaient été adoptées et qui n'étaient pas apparues tout à fait pertinentes. Alors, s'opposer absolument à ce genre de proposition de loi n'aurait pas de sens. Mais, par contre, nous ne pouvons que faire la remarque qu'en cette fin de législature, et alors même que notre rapporteur a déclaré il y a quelques minutes sa certitude que le texte n'irait pas au bout dans le cadre de la présente législature, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose plus importante, plus marquante, plus déterminante pour la vie quotidienne de nos concitoyens que celle qui consiste, comme ça a été malheureusement toujours le cas, à chaque étape de votre cheminement vers ce que vous appelez la transparence, de jeter le trouble et surtout la suspicion
sur l'ensemble des catégories que vous avez voulu enfermer dans des dispositions de même type. Hein, jeter la suspicion sur les membres du Conseil constitutionnel, parce que immanquablement, c'est ce qui va être relevé, ne me semble pas être de la meilleure eau et de la meilleure pratique par les temps qui courent. Donc, par rapport à cette proposition qui correspond à votre logique de la transparence, hein, dont vous auriez pu, pour plein de raisons d'ailleurs, nous épargner la succession des dispositions, hein, notre groupe, sans être d'une hostilité absolue, ne manifestera pas de soutien particulier. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Oui, Madame Bechtel. Merci, Monsieur le Président. Je veux dire mon approbation et mon plaisir à voir ce texte revenir, quel que soit l'état final de son achèvement, comme on dit en matière de travaux. Je m'étonne un peu de la remarque faite par notre collègue Guy Geoffroy. Si on jette la suspicion chaque fois qu'on prend des mesures préventives, alors je crois qu'il faudrait retirer de notre droit, au moins à vue de nez, 20 à 30% des lois que nous votons. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi l'ensemble des plus hautes autorités de l'État, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, les magistrats, seraient soumis à des obligations auxquelles échapperait le Conseil constitutionnel. Je dirais simplement que la censure par le Conseil constitutionnel de la précédente, loi organique en ce qui concerne cet article, ne me paraît pas aussi innovante que l'a souligné Madame le rapporteur. Le Conseil a dit que c'était en somme un cavalier, ça ne paraît pas tellement choquant. Et là, nous ne sommes pas dans un cavalier, puisque le Conseil veut un ensemble de dispositions qui soient directement centrées sur lui, eh bien, ils le sont. Je voudrais dire, pour finir, que j'approuve particulièrement le premier amendement qu'a proposé Madame le rapporteur, parce qu'il nous sort du seul dispositif d'obligation en matière patrimoniale et financière. Et je crois qu'il y a un vrai sujet qui serait conflit d'intérêt privé et même public en ce qui concerne les membres du Conseil constitutionnel. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, je redemanderai la parole sur cet amendement, si vous le voulez bien. Bien, pas d'autres demandes de prise de parole. Je vous propose de passer à l'examen des amendements. À l'article 1, nous avons un CL1 qui est présenté par vous, Madame la rapporteure. Oui, Monsieur le Président. C'est la loi du 20 avril 2016, donc relative à la déontologie et aux droits des obligations des fonctionnaires, enjoint aux membres des juridictions administratives de veiller à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, et définit comme constitutive d'un tel conflit toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Donc je pense tout à fait indispensable qu'il y ait dans ce texte-là la définition donc, de ce qu'est un conflit d'intérêts, et nous reprenons en ce sens les dispositions qui ont été mises en place concernant les magistrats judiciaires et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Je me permets d'ajouter, Monsieur le Président, si vous le permettez, que je souscris totalement aux propos qui ont été tenus par Madame Bechtel précédemment concernant la suspicion. Arrêtons, je pense, ce débat et surtout levons donc cette hypothèse. Il ne s'agit pas de suspicion, il s'agit de prévention de conflits d'intérêts, et il me paraît tout à fait légitime, dès lors que nous sommes dans la sphère publique, de terminer le travail et de faire en sorte que la démarche engagée pour d'autres publics le soit également pour les membres du Conseil constitutionnel. C'est en ce sens que cette proposition de loi organique vous est proposée. Merci, Madame la rapporteure. Pas de demande d'intervention. Madame Bechtel. Madame Bechtel, pardon. De veiller au conflit d'intérêts en matière patrimoniale et financière par un dispositif tel que celui qui s'applique aux magistrats. Or, il y a deux raisons pour approuver cet amendement de ce point de vue. La première est que le Conseil constitutionnel ne cesse de se comporter de plus en plus comme une juridiction, et ses membres sont de plus en plus, se mettent de plus en plus, si je puis dire, dans les habits du magistrat. Je rappelle que ça n'allait pas de soi si l'on considère que le Conseil constitutionnel avait été créé comme un organe
de régulation dans les autorités, dans les institutions de la Ve République. Il est devenu peu à peu une véritable juridiction. On peut s'en féliciter, on peut avoir quelques critiques à cet égard, mais c'est un fait. Et puisque les membres du Conseil constitutionnel se regardent de plus en plus comme exerçant un rôle de magistrat, eh bien, il est nécessaire de leur appliquer les mêmes obligations déontologiques qu'aux magistrats. La deuxième raison est qu'il a pu arriver dans le passé, en effet, j'ai pour ma part un exemple, qu'un membre du Conseil constitutionnel mettent en conflit deux intérêts publics. Je pense à cette membre du Conseil constitutionnel qui s'était mise en congé pour faire une ardente campagne en faveur du oui au référendum de 2005 à la Constitution européenne, alors même que le Conseil constitutionnel était commis à la fois dans la régularité de ce référendum et d'autre part, naturellement, dans ses suites, notamment en matière législative. J'avais trouvé pour ma part cette attitude extrêmement choquante et un texte comme celui qui est présenté par Madame le rapporteur est de nature à éviter à l'avenir ce genre de dérive. Merci, Madame Bechtel. Pas d'autres demandes d'intervention. Qui est pour le CL1? Qui est contre? Le CL1 est adopté. Le CL2 est rédactionnel. Il est adopté. Le CL3 est rédactionnel. Il est adopté. Le CL4 est tout aussi rédactionnel. Il est adopté. Le CL5 est une correction d'une erreur matérielle. Il est adopté. Le CL6 est rédactionnel. Le CL7, Madame la rapporteure. Écoutez, cet amendement s'inscrit dans la logique du premier amendement que nous avons discuté. Il faut le savoir qu'à la différence des magistrats judiciaires ou des membres des juridictions administratives, les membres du Conseil constitutionnel ne seraient donc pas soumis à un entretien déontologique permettant de prévenir ou de mettre fin à d'éventuelles situations de conflit d'intérêts. Leur déclaration d'intérêt ne serait pas communiquée à des tiers, mais elle serait à la disposition des autres membres. Il s'agit donc d'une forme de surveillance par les pairs, comme c'est aussi le cas pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature, dispositif qui a été retenu et validé en quelque sorte, si je puis dire, par le Conseil constitutionnel dans l'examen de la loi organique précédente. Toutefois, à la différence de ces derniers, c'est-à-dire les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats, il n'existe pas pour le Conseil constitutionnel de règles impératives de déport, lorsque la participation de l'un des membres pourrait porter atteinte à l'impartialité de la décision rendue. Et je fais écho à ce que vient de dire Madame Bechtel. Je vous propose donc d'y remédier en insérant un article énonçant ce principe dans l'ordonnance de 58 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel et en renvoyant au décret prévu à l'article 7 de cette ordonnance le soin de définir les obligations particulières des membres du Conseil en la matière. Merci. Qui est pour le CL7? Qui est contre? Le CL7 est adopté. Qui est pour l'article 1? Qui est contre? L'article 1 est adopté. Article 2, CL8 est rédactionnel, CL9 est rédactionnel, CL10 est un amendement de coordination. Ils sont adoptés. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? L'article 2 est adopté. Qui est pour cette proposition de loi organique? Qui est contre? La proposition de loi est donc adoptée. Et je vous remercie, Madame la rapporteure.